Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour présenter mon projet de thèse qui s'intitule « Gestion du stress avec l'objectivation de l'information interoceptive ». Et donc je vais aller un peu plus loin. On va parler un petit peu du biofeedback qui est une ressource innovante pour surtout ces contextes sportifs de la gym. Dans un cadre sportif de la gymnastique artistique de haut niveau, l'optimisation de la performance est à la base de la recherche de chaque entraînement du gymnaste. Mais la question que je voudrais poser, c'est la suivante. Pourquoi, malgré une préparation et de tous les facteurs de la performance, tels que technique, physique, psychologique, tactique, pourquoi parfois on ne retrouve pas cette performance optimale sous le plateau de compétition? C'est assez frustrant, soit pour les gymnastes, soit pour les entraîneurs. Un des facteurs qui va impacter la performance, on sait tous, qui c'est le stress. Le stress, c'est un facteur indispensable et stimulant pour la gymnaste, mais juste en certains plateaux. Une fois que ce plateau est dépassé, donc on va au-delà de la zone de performance, au-delà de la situation de flow ou de nuage, entre guillemets, devient négatif et a un impact du coup négatif sur la performance et sur la gymnaste. Donc, je vous fais un exemple pratique. Quand le juge appelle la gymnaste avant de monter sur la poutre, la gymnaste elle est toute moite, froide, la respiration, vous voyez bien qu'elle est coupée, elle n'arrive pas à maîtriser. Alors, si je vous disais qu'il y a une vraie solution pratique et efficace pour limiter ce niveau de stress, alors bien sûr, nous savons bien qu'avec une préparation mentale, les techniques telles comme la sophrologie, l'imagerie mentale sont efficaces et très utiles. Mais leur limite est que nous ne pouvons pas voir quel impact ont sur la gymnaste, et s'ils sont vraiment efficaces sur la gymnaste. Oh, pardon. Excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je mettais le son pour Nicolas. D'accord. Et donc, la question que je voudrais vous poser, pourquoi donc nous ne pouvons pas voir quel impact ils ont sur la gymnaste? Parce que nous n'avons pas un feedback, ça veut dire un retour d'information de ce qui se passe dans le corps de la gymnaste, même d'un point de vue aussi psychologique. Le biofeedback représente l'outil que permet d'avoir une autorégulation pour la gymnaste. L'autorégulation représente la capacité de réguler son état interne. Donc une capacité qui va permettre de rester et de revenir dans l'état des flots que je viens de vous dire de la gymnaste. Dans évidemment les différentes conditions environnementales, donc tous les stimuli de la compétition qui vont percuter la gymnaste. Cette capacité de régulation, elle est possible grâce à un feedback des paramètres physiologiques, donc un retour d'information de paramètres psychophysiologiques de la gymnaste, comme un miroir psychophysiologique. Le biofeedback représente l'outil qui va permettre de voir en temps réel les paramètres physiologiques tels que la respiration, la fréquence cardiaque, la température périphérique, etc. Et ces données vont être stockées sous forme numérique sur l'ordinateur et sont représentées sous forme de graphique. Avec tous ces feedbacks, la gymnaste a la possibilité de pouvoir apprendre à les contrôler et gérer, avec des feedbacks positifs, donc des renforts positifs. L'objectif donc de mon projet de thèse sera de vérifier s'il est possible d'entraîner cette capacité de régulation en situation de stress avec l'utilisation du biofeedback. De plus, l'objectif secondaire sera de constater si cette capacité peut être transférée dans un contexte compétitif pour pouvoir optimiser bien sûr la performance sportive. La méthode que nous avons mise
place, c'est avec des gymnastes sport-études, le gymnase EGR, et merci d'avoir participé à cette étude. Et donc les gymnastes que nous avons pris en compte, ils sont âgés entre 9 et 16 ans. Ils ont suivi un traitement de 2 mois, la durée de 2 mois, et ils ont suivi une condition de contrôle expérimentale. La condition de contrôle avait l'utilisation de voir une référence. Nous avons mis en place un pré-test et un post-test pour vérifier d'un point de vue physiologique et psychologique les changements vers les gymnastes. Le test psychologique, c'est le test Maya, c'est pour vérifier donc l'état de perception de la conscience interne de la gymnaste. Et le test physiologique, c'est un test qui s'appelle Wilson, qui a duré de 20 minutes. Et la gymnaste avait des stimuli stressants en contexte de laboratoire. Et l'objectif, c'est donc de voir d'un point de vue physiologique comment réagissait. La condition de contrôle et la condition expérimentale, bien sûr, ils ont eu la même durée, de 8 séances. Chaque séance, elle avait la durée de 45 minutes pour 2 séances hebdomadaires. La condition de contrôle, elle avait lieu en visio, à cause du contexte du Covid. Et les gymnastes, ils ont vu des vidéos motivationnelles sur les Jeux Olympiques 2016 et sur la finale mondiale des Stuttgart 2019. Pour la condition expérimentale, l'entraînement a été fait sur le biofeedback, avec le biofeedback. Je vais un peu plus dans le détail. Pour la condition expérimentale, les paramètres physiologiques qui ont été pris en compte, c'est la température périphérique et la conductance cutanée. Pourquoi? Parce que selon les différentes études scientifiques, entraîner ces 2 paramètres physiologiques apporte une amélioration de l'autorégulation de la gymnaste. La température périphérique, c'est un paramètre qui est mesuré aux extrémités du corps et varie en fonction de l'irrigation sanguine. Quand on est en condition de stress, la température baisse. Vous voyez, vous sentez bien que vos doigts sont froids. Quand on est en condition de relaxation, la température augmente. Pour la conductance cutanée, c'est un paramètre qui est déterminé d'un niveau de conductibilité électrique de la peau. Et cette variation dépend du système nerveux autonome. Pour la conductance cutanée, si on est en condition de stress, elle augmente, une activation. Si elle baisse, ça veut dire qu'on est en condition de relaxation. Je vais aller un peu plus dans le pratique. Qu'est-ce que nous avons fait en vrai, concrètement? Alors déjà, vous pouvez voir que les capteurs que nous avons utilisés ne sont pas invasifs. Ce sont des sangles velcro posés sur les doigts des bouts de doigts. Cela, c'était les paramètres de température. Et donc, comme vous pouvez voir, la gymnaste pouvait avoir un feedback visuel, donc avec la petite plante qui pousse, et auditif. Alors, une fois que la gymnaste est arrivée à se relaxer, la plante pousse et le son devient agréable à l'oreille. Si condition de stress, le son devient désagréable et la plante arrête de pousser. En condition toujours expérimentale, cela c'est la conductance cutanée, vous pouvez voir qu'en condition de stress, la conductance augmente, il n'y a pas de feedback. Au contraire, en condition de relaxation, vous pouvez voir que l'image bouge et le son devient agréable à l'oreille. Voilà. Je vous ai montré un petit peu dans le détail parce que la tranche d'âge des gymnastes était entre 9 et 16 ans. Et donc parfois c'est difficile de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire ces paramètres. Température, conductance, ça a l'air un petit peu compliqué. Mais comme vous pouvez voir, en fait, les feedbacks sont simples à comprendre. Quand la plante pousse, le son devient agréable à l'oreille, le son devient fort positif. Et
donc les gymnastes, selon des retours positifs que j'ai eus, ils arrivaient quand même à comprendre qu'est-ce que ça veut dire gérer ces deux paramètres et mettre en place qu'est-ce qu'ils avaient appris. Je voulais aussi mettre une petite parenthèse, c'est que je ne donnais pas des informations pour pouvoir apprendre à gérer ces paramètres. Donc c'était à elle-même de trouver sa propre façon de pouvoir les gérer. Alors, pour les résultats, donc nous avons, comme vous pouvez voir dans le graphique à gauche, pour la température périphérique, nous pouvons voir qu'il y a des résultats positifs, donc une capacité qui va améliorer pour l'autorégulation lors du post-test pour leurs conditions expérimentales. Par contre, pour la conductance spontanée, nous ne pourrons pas voir une signification, des résultats significatifs. Donc, ce que ça veut dire que les gymnastes a réussi à pouvoir mettre en place cette gestion des paramètres et pouvoir les contrôler. Mais pour la partie psychologique, le ressenti des gymnastes par rapport à sa propre conscience interoceptive, elle était positive lors du post-test, une fois avoir suivi la condition expérimentale. En conclusion, donc, il y a eu amélioration significative de cette capacité d'autorégulation, en particulier pour le paramètre température périphérique et sa perception de la conscience interoceptive. Et donc, plus concrètement, ils ont réussi à avoir une meilleure capacité pour pouvoir autoréguler ces paramètres et retrouver cette condition de flow lors des situations stressantes. Pour le futur, l'objectif sera de pouvoir vérifier l'apprentissage de cette autorégulation sous le plateau de compétition. C'est un peu l'objectif et on souhaite vraiment voir qu'est-ce que ça donne concrètement, cette préparation. Et ensuite, soumettre l'entraînement en public masculin pour voir s'il y a le même résultat positif. Merci pour votre attention. Et je voulais aussi profiter pour remercier mon équipe CETAPS, encore une fois le GR qui m'a permis de mettre en place ce projet. Et non, merci beaucoup. Merci Georgia. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'intervention. Ouais. Merci pour ton intervention, Georgia, c'est intéressant. Je voulais savoir pourquoi le choix de ces deux critères, conductance et température, plutôt que d'autres, comme éventuellement la fréquence cardiaque, l'amplitude respiratoire ou autre. Sont des paramètres qui sont très concrets. Comme je vous ai dit, donc, cette perception de moite et froide en même temps sont quelque chose qu'on vit quotidiennement et qu'on arrive à percevoir tout de suite, une fois qu'on est stressé. Ce sont des paramètres qui sont entraînés même d'une façon simple, entre guillemets. Comme vous avez vu, ces feedbacks qu'ils peuvent recevoir sont vraiment simples à comprendre et même il y a des études qui reportent qui sont des paramètres efficaces pour pouvoir améliorer cette autorégulation. Mais je suis d'accord avec vous, il y en a plein, la respiration cardiaque, la respiration, fréquence cardiaque, etc. Mais on a choisi qui deux, justement, pour la tranche d'âge que nous avions, 9-16 ans. Donc, notre objectif, c'est de focaliser l'entraînement sur deux paramètres, surtout parce qu'on avait 8 entraînements. Donc, vous pouvez bien comprendre que c'est un peu court au niveau de apprentissage. Et voilà, donc c'est un peu ça ma réponse. Je ne sais pas si j'ai su répondre. Oui, et puis au-delà de ça, alors, parce que ça m'évoque, c'est que du coup, moi, les deux critères que j'ai évoqués, ce sont des critères que tout le monde connaît. Oui. Et du coup, ça permet d'aborder de nouveaux indicateurs et c'est intéressant de ce point de vue. Ok, ouais, super, je suis contente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sont des indicateurs qui sont plus difficiles à mettre en place, peut-être. Oui, aussi, oui.
Mais comme je vous disais, c'est assez concret de le sentir. C'est vrai que au niveau de main, c'est quelque chose que, à mon avis, et surtout avec la recherche, c'est ça. Pardon. Moi, pour le pratiquer au quotidien avec les gymnases que j'ai, sur le quotidien, quand on arrive, essentiellement sur la poutre, évidemment, parce que c'est là il y a le stress, c'est vraiment très, très présent. Et quotidiennement, tous les jours, dès qu'on aborde une nouvelle difficulté, très souvent, Stéphanie, j'ai les mains qui glissent, j'ai les pieds trempés, et régulièrement, je dis c'est bon, on se détend. On va mettre un peu de Malaisie histoire d'enlever ce truc. Et puis, et je fais appel à ce que tu as fait avec elle régulièrement aussi. Ah, ok. Ah, bah, je m'en sers, c'est bien. C'est un peu l'objectif, parce que c'est pas forcément que mon travail de recherche, mais... On en avait parlé, mais ça m'a beaucoup... Ça m'aide encore. Ah, bah, super. Parce que c'est justement ce principe spontané. Et elle le verbalise, mais vraiment beaucoup, quoi. Parce que ça passe par là. Une chose à la réflexion, c'est aussi que la respiration, la fréquence cardiaque, c'est vrai qu'ils représentent des indicateurs de l'état interne, autonome, mais ils sont aussi pas totalement autonomes, inconscientes. Moi, je peux arrêter de respirer, je peux réguler ma respiration. Au contraire, c'est ça qu'avec Georges Saint-Horaz, on veut faire passer cette idée qu'il y a des choses qu'on considère pas entraînables normalement, ils sont entraînables. C'est ça l'idée, c'est le fait que quand je fais toujours les samples en étant pas un gymnaste, et la maîtresse nous appelle au tableau, non, au moment où tu as les mains qui collent au tableau, et tu commences à voir quoi, et personne ne m'a jamais dit que ça c'est entraînable. Et ça, on peut l'entraîner. Et moi, la première fois qu'on a commencé à réfléchir un peu sur ça, et moi aussi je suis surpris. Parce qu'on n'a pas cette idée vraiment que ça, on peut l'entraîner. C'est quelque chose qu'on considère comme une réponse automatique, qu'on ne peut rien faire sur ça. Au contraire, voilà, c'était montré qu'avec l'entraînement, je suis capable aussi d'entraîner à auto-réguler l'ancrage. Après, la grande question qui reste, c'est cet entraînement, ok, je peux l'entraîner, mais dans le monde dans lequel je n'ai pas les feedbacks, et je suis sur 5 minutes avant la compétition. J'arrive à rappeler tout ça qu'on a appris, et là c'est la future question pour cette année. Du coup, j'imagine que vous avez aussi associé ça au niveau de l'entraînement avec les techniques de méditation aussi. Non. Justement, ce que je vous disais, en fait, c'est la gymnaste elle-même qui retrouvait sa façon de s'autoréguler. Mais on n'a pas abordé du tout des techniques de relaxation, méditation. Parce que c'est vraiment très très subjectif, c'est pas mon domaine, donc je l'ai laissé retrouver. Après, le gymnaste m'a donné un retour, on me disait j'ai réussi à atteindre l'objectif si j'ai pensé quelque chose de positif, si je réfléchissais dans une situation de, je sais pas, une médaille, je me souviens pas trop dans le détail, mais c'était à elle vraiment de retrouver cette façon de faire. Il y avait même des gymnastes qui regardaient juste la vidéo et c'est tout, et s'est concentré juste sur ça et ça marchait. C'était vraiment à elle de voir. En tout cas, moi j'avais une autre question, parce que je vois Malik, j'ai vu que tu avais levé le doigt. Sur le timing, c'est-à-dire que les entraîneurs ils courent toujours après le temps. Et du coup, je me dis, tiens, un nouveau processus qui peut intégrer l'entraînement, combien de temps ça prend et comment ça peut s'insérer dans l'entraînement pour devenir opérationnel après pour les compétitions? Ça, justement, c'est un peu à la disponibilité des entraîneurs de pouvoir intégrer cette typologie d'apprentissage lors des entraînements. C'est ce que nous avons fait, c'est 8 séances de 45 minutes. Donc ça veut dire si on peut s'organiser avec les entraîneurs avant et après l'entraînement, s'ils ne sont pas disponibles à l'entraînement pendant. Voilà, ça c'est un peu de voir. C'est des séances 45 minutes, quoi. Oui. La séance, elle doit durer 45 minutes pour être optimale. D'accord. L'entraînement en elle-même, ça dure 30 minutes. Après, le temps d'installation, vous pouvez voir les 2 capteurs que nous avons vus, c'est vite fait, mais le retour, etc., ça dure plus ou moins 45 minutes. D'accord,
merci. Et puis j'avais une autre question aussi pour utiliser des procédures de préparation mentale. En lien avec ce qui a été présenté, nous on va utiliser des images, mais qui sont préférentielles chez chacun des sujets, et donc qui sont personnalisées. Et on va aussi utiliser parfois des sons, ou nous faire appel, eux, à leur mémoire sonore ou visuelle, mais sur des modalités qu'ils préfèrent, donc ils sont finalement individualisés complètement. Et donc là, je ne sais pas si ça a été intégré de cette manière-là, ou si c'est intégrable justement, et est-ce que ça amènerait pas une optimisation de ce type d'entraînement? Oui, tout à fait. Ça, c'est juste des scripts que nous avons choisis dans le logiciel, mais nous pouvons aussi le modifier, l'intégrer selon les projets à venir. Donc, il y a la possibilité aussi de le faire, oui. C'était avec Georgia, et Luigi, on est en train aussi de voir un peu, je crois qu'on est en train de voir aussi l'effet sur cette régulation interne s'il écoute un son différent, les sons qu'ils utiliseront dans la compétition. C'est la musique qu'ils vont utiliser, par exemple, la musique qu'ils vont utiliser pour voir s'il y a une adaptation. C'est pas quand tu es là, c'est écouter la musique que tu utiliseras. Au fur et à mesure, ça te rend moins sensible au stress que tu as donné dans le son, ou au contraire, ça te porte à améliorer. Mais les discours, c'est toutes des choses qu'on utilise aujourd'hui, mais on ne sait pas. Même parfois, notre état interne, sur lequel je travaille depuis longtemps, c'est même n'importe à nous tromper. Parfois, je pense que tout le monde est arrivé dans la salle des gym, des muscu, des foot, et aujourd'hui j'ai la pêche, et puis au contraire, rien ne marche. Et parfois, tu dis, aujourd'hui, j'ai pas envie, et après, tout va bien. Mais pourquoi? C'est parce que nous, on n'a pas cette feedback, on n'a pas une valeur. On cherche de trouver des routines, des méthodes, des trucs comme ça, mais on n'a pas un donné quantitatif. Après, l'idée, c'est de rendre aussi, comme disait George, cet appareil plus smart, plus facile à utiliser. Et il faut, voilà, maintenant, on est encore à une première phase, et pourquoi pas demain faire une version plus simple, qu'on peut utiliser vraiment avant la compète. Dans les vestiaires, je me mets comme ça, je regarde un feedback et je me retrouve. Voilà. C'est ça qui est intéressant, ce que tu as évoqué hein, sur la transférabilité après avec la compétition pratique. Enfin, d'où ma question sur le timing aussi. Sur ce qu'il a dit quelque part, on n'a pas encore analysé les résultats, mais en fait, nous avons fait écouter à la gymnaste l'audio de son propre entraîneur et l'audio de notre entraîneur. Donc avec cela, on a vu quelle réponse physiologique il y avait l'un ou l'autre. Ça peut être utile, par exemple, si la gymnaste réagit de façon très importante, très stressante par rapport à l'écoute de son propre entraîneur, ça peut porter par exemple l'indication quand on est sur le plateau de compétition. Ça veut dire, bon, l'entraîneur peut-être de ne pas donner toutes les informations, de ne pas parler, entre guillemets, à la gymnaste avant de passer à l'arrêt, par exemple, parce que c'est que les propres conseils avant de monter, ça peut le perturber. C'est à voir hein, dans le détail, mais ça peut être une information. Je pense que tous les entraîneurs savent. Il y a une gymnaste qui peut être plus sensible, à laquelle il faut plus parler, l'autre moins. Vous le savez. Mais par contre, voilà, encore une fois, on n'a pas de données. On n'a pas comme ça évolue, comme ça va, mais c'est de chercher des données. On le fait en fonction, vu qu'on les connaît par cœur, on le fait en fonction de l'individu. On les connaît par cœur, on les voit 6 heures par jour quasiment. Donc on apprend à les connaître et ça vient automatiquement au feeling. On sait qu'elle, avant de passer, il ne faut pas dire des choses, il faut dire ça, pas ça, alors que l'autre c'est tout l'inverse. Et la stimulation elle est différente, mais parfois on peut se tromper aussi. Ouais, parce que tu dis on les connaît par cœur. Moi, je me souviens avoir des gyms qui étaient en pôle espoir, hein, pourtant donc ils s'entraînent beaucoup hein, pour le haut niveau, et pourtant en les mettant en autoconfrontation suite à des compétitions où il y a eu des échecs, des réussites. Voilà. Quand on les met en question dessus, finalement on arrive à tirer des données objectives qui parfois sont à l'envers de ce qu'on croyait. Donc c'est intéressant malgré tout d'objectiver ce qui se traduit concrètement dans la compétition, parce que, comme Paolo le soulignait tout à l'heure, on peut croire qu'on est fatigué, puis finalement on va se donner, et inversement. Donc avoir des critères objectifs, c'est quand même pertinent.
Malik, tu voulais redire un truc? Oui, pour revenir, une remarque d'abord pour revenir aux données sonores. On voit bien en compétition, plus le niveau augmente, plus le stress peut augmenter si le technicien se trompe de musique, par exemple. On voit bien l'effet sur une compétition, comme aujourd'hui en fédéral, ça va, mais au haut niveau, il faut absolument que le technicien qui produise la musique, il ne se trompe pas. Parce que s'il se trompe au niveau de la gymnaste sur le plateau, au sol, c'est quand même une catastrophe. Deuxième point, pour faire varier le stress, vous avez utilisé des outils spécifiques, extéroceptifs, ou c'était quelque chose que vous avez mis en place? Non, c'était en fait des tâches cognitives où il y avait un math test, il y avait le color test, il y avait le dual crank, donc des jeux vidéo, et imagination d'une situation négative. Et voilà, donc c'est vraiment une situation stressante dans le laboratoire. Ok. Pourquoi vous avez mis une photo de Yuri Keki Parce que vous pouvez imaginer bien que je suis un peu approchée l'Italie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Georgia pour aujourd'hui? Non, c'est bon, on a fait le tour. Dernière question. Ah, Oui. si, quand même. Je crois que vous allez soutenir votre thèse au mois de novembre, c'est ça? Janvier. Mois de janvier 2023? Oui, D'accord. Et c'est une thèse auquel on pourra assister? bien sûr, oui, oui. Il y aura un tarif d'entrée. Prépare ça avec des outils pour ne pas trop stresser. Ça va. J'ai déjà suivi cet entraînement et ça marche. Ok, bah merci beaucoup.